et prendre celui qui est en ligne. Voilà, on t'écoute, toi qui es en ligne. D'accord, rebonjour, grand frère, rebonjour. Voilà, bonjour. Ton nom c'est et tu appelles du côté de... Je m'appelle Ivan, je t'appelle depuis Moscou, mais je suis camerounais. Moi, je suis un étudiant camerounais. Ok, ça va. Quelle est la question? D'accord, la question est la suivante. Bon, j'ai suivi votre direct jusqu'à la fin. Vous m'avez un peu frustré par rapport à ma question, mais je vais quand même la poser. J'ai un petit frère au pays qui a eu, comment on appelle ça, l'IDE, c'est-à-dire infirmier diplômé D'état. d'État, c'est ça. Ouais. Et il lui reste 8 mois de formation pour qu'il obtienne son diplôme. Moi, j'aimerais savoir, je voulais qu'il puisse continuer et devenir médecin en Belgique. Bon, je ne sais pas si j'ai bien posé la question, c'est pourquoi je vous appelle. Je n'ai pas encore lancé la procédure et c'est pourquoi je vous appelle. J'aimerais qu'il puisse continuer en Belgique et devenir médecin, si c'est possible de continuer après l'obtention de son diplôme au pays. Voilà, c'est possible déjà. Maintenant, si tu étais dans... Est-ce que vous avez écouté la question de ce compatriote qui réside du côté de Dubaï, dans la Russie? Si vous avez écouté, s'il vous plaît, en commentaire, dites-moi oui, avant que je réponde, pour me rassurer qu'on l'a bien saisi. Est-ce que vous aviez écouté la question du compatriote qui vient de la poser du côté de Dubaï, de la Russie? En commentaire, dites-moi oui, si vous aviez écouté, je vous en prie. Ok, voilà. Est-ce que vous avez écouté? Oui, Diane, est-ce que on a... Voilà, ça veut dire on a écouté. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les amis, vous qui aimeriez faire infirmerie et que vous résidez en Afrique, on vous appelle le plus souvent les candidats hors Union européenne. J'ai dit, je vous le redis, je vous dis encore, que personne ne vous dise le contraire. C'est déconseillé. Lorsque vous voulez engager la procédure, de chercher à postuler dans ces écoles. C'est déconseillé. Pourquoi est-ce que je déconseille? Et est-ce que le fait que je dis c'est déconseillé, c'est pour autant dire que l'enfant n'aura pas l'admission? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je vous déconseille. Pourquoi donc je vous déconseille? Parce que, les amis, ce n'est pas seulement en Belgique, mais en Europe en général. Et on est dans le cadre de la Belgique. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui font la demande dans cette filière-là, en soins infirmiers. Bref, dans ce qu'on appelle le domaine médical. Alors, qu'est-ce que l'État belge fait? On favorise les résidents. Il y a des Français qui quittent la France parce qu'ils veulent faire les soins infirmiers en Belgique. Il y a des Italiens. Il y a presque tout ce monde qui vient parce qu'ils veulent faire soins infirmiers en Belgique. Et qu'est-ce que l'État favorise? On favorise d'abord les résidents, donc ceux qui sont déjà sur le territoire. Et quand ils arrivent, on les faxe déjà que, écoute, si tu es sûr, si tu veux être sûr de faire quelque chose qui va te donner papier et travail à l'immédiat, vis en soins infirmiers. Par conséquent, c'est une course pour ces gens-là. Et maintenant, sachez que la Belgique n'est pas la France. La Belgique, c'est un petit pays. Et leurs établissements ne peuvent pas contenir toutes ces demandes-là. Et on ne rejette jamais une demande. Vous postulez. On prend votre argent, on traite votre dossier. Après, on vous donne. On ne va jamais dire que peut-être l'effectif est atteint. Quand on vous refuse généralement une demande d'admission, on met le plus souvent étudiant non finançable. Par conséquent, il y a tellement le monde qui postule donc dans ces filières-là, soins infirmiers. Et ce n'est pas ce monde qu'on prendra. Et c'est une course. Ça veut dire qu'il y a même parfois dans ceux qui sont déjà sur le territoire, ils ont la difficulté d'obtenir l'admission là-bas. Puis encore parfois les étrangers, mais européens. Un Français,
un Italien, un Espagnol. Ils sont de là. Et parfois encore, ils n'ont même pas. Maintenant, pire, vous qui êtes du côté de l'Afrique. Du coup, si vous postulez là-bas, vous aviez très très peu de chances d'obtenir l'admission. Or, qu'est-ce que je vous conseille? Procédez d'abord à l'équivalent de votre diplôme, la première chose. Maintenant, si vous avez le type court, ne vous limitez pas seulement dans ces soins infirmiers où vous n'auriez pas de chance. Postulez ailleurs. Et le conseil que je donne toujours, postulez dans une filière qui est en rapport avec vos études antérieures. Une fois que vous postulez et que si on vous accepte, vous voyagez, vous fréquentez, supposons que vous avez eu peut-être l'admission en comptabilité et de gestion. Un exemple. Vous voyagez, votre souhait c'était peut-être de faire soins infirmiers. Une fois que tu es sur le territoire, à partir de août, où la bataille, la course est rude pour postuler dans ces écoles, tu te lances pour postuler maintenant en soins infirmiers parce que tu es déjà sur le territoire. Là, ça sera un peu facile pour toi. C'est pas pour dire que parce que tu es sur le territoire, tu auras l'admission là-bas. Hein. Puisque je disais encore, il y a même des résidents qui postulent, ils n'ont pas. Parce que c'est tellement sollicité. Mais c'est encore mieux parce que tu es au territoire. Parce que même si on te refuse là-bas, tu peux aller ailleurs, non? Puisque déjà tu es sur le territoire. Voilà pourquoi je dis je vous déconseille. Parce que c'est tellement prisé. Et si vous partez là-bas, vous aviez très, 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 très peu de chance. Donc c'est possible. Mais le conseil que je donne, faites d'abord l'équivalence. En fonction de ce que l'enfant a l'équivalence, vous orientez le choix de son étude pour une autre formation que ce domaine. Ce n'est pas pour autant dire que si vous postulez là-bas, vous n'allez pas avoir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je vous ai dit, vous aurez peu de chance. Une fois que l'enfant vient, il peut changer. Est-ce que c'est clair, mon frère? C'est très clair, grand frère. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais vous écrire en inbox par votre numéro pour l'intégration du groupe. Ok. Merci beaucoup. Voilà. S'il y a une autre question, je prends les appels. Tu peux raccrocher, tonton. S'il te plaît. Si c'est fini, tu peux raccrocher. Alors, je pense qu'il a raccroché. Voilà, il a raccroché. Je privilégie les appels. Voilà. Oui, allô? Bonjour, monsieur Aristide. Bonjour. Vous avez dit appeler, je pense. Oui, mais vous étiez occupé là, c'est pour ça que j'ai relancé. Ok. Quelle est la question? Et tu appelles de quel côté? Oh, bonjour, monsieur. Je suis au Maroc et je m'appelle Christian. Je suis au Maroc depuis 3 ans et demi et j'ai eu ma licence l'année passée avec une moyenne de 15. Actuellement, je fais Master 1 et j'aimerais postuler en Belgique en Master, tout dans mon domaine. Mais je veux aussi faire l'équivalence pour maximiser mes chances, quoi. Et bon, j'ai un problème. Ma carte d'identité du Cameroun est périmée depuis 6 mois. Je demandais, est-ce possible de faire l'équivalence avec mon passeport et ma carte de séjour du Maroc? C'est la question? Oui, c'est ça, c'est la question. Voilà. Est-ce que en commentaire, vous aviez écouté la question du confrère du côté du Camerounais, je ne sais plus son prénom, du côté du Maroc? Est-ce que vous aviez écouté sa question? Pas bien, monsieur, non. Non, je pose aux gens qui nous suivent. Est-ce que vous aviez écouté la question de celui du côté du Maroc qui est en ligne? En commentaire, dites oui si vous aviez, écouté. Voilà. Voilà, donc, je vais recommencer sa question. Repose encore ta question pour qu'il comprenne très bien, oui. Ma carte de séjour du Cameroun est périmée depuis 6 mois et j'aimerais faire l'équivalence de mon bac. Je demande, est-ce que c'est possible de le faire avec mon passeport et ma carte de séjour du Maroc? Voilà. C'est un Camerounais résident au Maroc. Il veut faire l'équivalence. Il veut faire master. Et je pense que j'ai toujours dit, même si vous allez faire master, vous n'avez pas besoin de l'équivalent du diplôme. Mais je vous conseille de le faire. Mais le problème
qu'il rencontre, la difficulté qu'il rencontre, sa carte d'identité camerounaise est périmée. Il pose la question à savoir est-ce qu'il peut faire avec son passeport ou sa carte de résidence du Maroc. Point d'interrogation. Alors, les amis, à partir du moment où vous êtes à l'étranger, votre carte de séjour ne vous servira uniquement lors du dépôt de la demande de visa. Parce que ça ne va vous servir en aucun cas pour les démarches en dehors de cela. Et les démarches, il y a l'équivalence. On n'aura pas besoin de ta carte de séjour du Maroc. On s'en fout de ça. Tu es Camerounais, tu vas fournir que la carte camerounaise. Néanmoins, si tu as déjà pris la nationalité marocaine, pour les demandes d'admission, tu ne vas pas donner la carte de séjour marocain, la carte camerounaise, même camerounaise. Donc, en dehors de la demande de visa, ta carte de séjour du Maroc ne servira à rien. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, alors, ta carte d'identité nationale est périmée. Si vous voulez faire donc la carte, l'équivalent du diplôme, si votre carte d'identité est périmée, la première question, est-ce que vous avez le récépissé? Si vous avez même le récépissé, il faut que ce récépissé soit en bonne et due forme. Parce qu'il y a les récépissés qu'à force de mettre dans la poche, les écritures ont fui. À force de trop renouveler, prolonger, on ne voit même plus les écritures, non. Si vous avez le récépissé, que c'est lisible et visible et surtout valide, vous pouviez faire la procédure avec. Maintenant, dans le cas du compatriote où il n'a pas... Mute-moi ton micro, s'il te plaît. Mute-moi ton micro. Mute-moi WhatsApp. Voilà. Dans le cas du compatriote où sa carte d'identité est périmée, il ne peut pas peut-être rentrer, peut-être faute de moyens, pour le Cameroun, pour faire la carte d'identité ou peut-être avoir même un récépissé. Vous pouviez, à la place de la carte d'identité ou du récépissé, fournir votre passeport. Et ce qui est bien lorsque vous aviez le passeport, c'est que vous n'aviez pas besoin de légaliser le passeport lorsqu'il va falloir introduire la demande d'équivalence. Pourquoi? Parce que vous saviez que ça soit le récépissé, que ça soit même la carte d'identité, pour les documents à fournir concernant l'équivalent du diplôme, il va falloir que vous légalisez cela. Mais maintenant, si vous n'avez pas le récépissé, vous n'avez pas le passeport, vous n'avez pas la carte d'identité, vous n'aviez que le passeport, vous allez faire la photocopie de votre passeport sans toutefois la légaliser. Voilà. En conclusion, et pour répondre à celui-ci, avec ta carte, ton passeport, tu peux faire ton équivalence du diplôme. Donc, ce que j'ai voulu que vous reteniez, c'est que si vous n'aviez pas le passeport, si vous n'avez pas la carte d'identité, qui est un parcours de combattant du côté du Cameroun, si vous n'avez pas un récépissé qui est lisible et visible et surtout valide, vous pouviez utiliser en lieu et place le passeport, surtout qui est aussi valide. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que c'est compris? C'est compris, monsieur. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, oui, j'ai une deuxième question. Bon, comme je disais, j'aimerais postuler en Master 1, génie civil, en Belgique. Bon, actuellement, ma licence, j'ai eu 15 de moyenne. Actuellement, je me suis inscrit en Master 1 ici au Maroc. Donc, je voulais commencer aussi les procédures. Je demande, est-ce qu'il y a une date limite pour commencer à chercher les écoles? Voilà. Généralement, ça c'est la dernière question et je ne la prends plus d'autres parce que pour aller plus loin, il y a un programme qui coûte 300 €. Je prends 2 questions au trop. Alors, concernant comment savoir la date limite, comment savoir la date à laquelle les établissements ouvrent les demandes d'admission? Chaque établissement, que ce soit université, haute école, c'est en fonction de l'école qui programme les demandes d'admission pour les candidats hors Union européenne. Mais maintenant, de manière générale, pour les universités,
à partir de fin janvier, février, et ils ouvrent déjà et commencent les demandes. Et ils ouvrent déjà les demandes. On peut déjà faire des demandes d'admission. Maintenant, pour les hautes écoles, c'est en fonction des hautes écoles. C'est à toi d'envoyer un mail ou d'appeler l'école où tu aimerais, par exemple, pour le cadre de l'année 2023, et fréquenter ou chercher à postuler pour leur demander quand est-ce que, pour le compte de l'année 2023, ils vont ouvrir les demandes d'admission. Mais de manière générale, pour les universités, c'est à partir de fin janvier, février, pour les universités. Maintenant, pour les autres écoles, c'est en fonction de la haute école. Et maintenant, comment faire pour savoir la date exacte? Soit vous écrivez un mail à l'école où vous voulez faire la formation, soit vous les appelez, ils vont vous donner la date exacte. Quand est-ce que les candidats hors Union européenne vont faire les demandes? Est-ce que c'est clair? C'est clair, monsieur Aristide. Merci beaucoup. Voilà. Pour aller plus loin, il y a un programme qui coûte 300 €. Voilà, tu peux raccrocher maintenant. Alors, merci, monsieur. Je pense que j'ai encore 4 minutes et je vais raccrocher, les amis. Voilà, bon. Je pense que je vais prendre celle-ci. Ça sera la dernière puisque je pense que j'ai balayé un peu tout. Voilà, je vais prendre Shihi Shiles Wireless. Compliqué le nom. Alors, j'ai mis son commentaire là. Elle dit, bonjour monsieur, j'aimerais savoir bon, peut-être elle voulait dire, j'aimerais savoir comment être en possession de mes originaux. En effet, mon équivalence est déjà sortie. Et lors de l'envoi de mes originaux, j'ai intégré tout ce qu'il fallait, y compris la procuration et la lettre de restitution. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas mes originaux. Aussi, je n'ai pas filmé ou scanné ma lettre de restitution et ma procuration comme preuve. Comment faire pour être en possession de mes originaux? Si elle est là, je vais lui poser quelques questions. Est-ce que Shihi Wallace est en ligne? Si tu es là, je te pose quelques questions avant de répondre. Sinon, je ne pourrai pas. Est-ce qu'elle est en ligne, celle que j'ai mis à l'écran? Bon, je ne pourrai pas. Est-ce qu'elle est en ligne? Qu'elle dise oui un peu. Bon, peut-être elle est partie. Peut-être elle est partie. Alors, peut-être elle est partie et je pense que voilà, c'est la... Peut-être elle est partie. Oui, tu peux être en possession de la restitution de tes originaux. Maintenant, ce que je voulais te poser comme question, quelle adresse est-ce que tu avais mis? Si c'est une adresse du côté de l'Afrique, il faut compter minimum 1 mois pour que tes documents parviennent à cette adresse. Par contre, si tu avais mis une adresse qui est en Europe, il faut compter 15 jours à partir du moment où ton dossier d'équivalence a été envoyé. Maintenant, tu as dit là, tu n'as pas scanné et filmé la lettre pour la restitution des originaux comme preuve. On n'a pas besoin de ça. À partir du moment où tu as introduit ta demande d'équivalence et que tu as fourni tous les documents, surtout la preuve de paiement, ton dossier doit être traité. Donc maintenant, vérifie ton dossier en ligne. Si il n'est pas en ligne, si le dossier n'est pas en ligne, tu écris au service des équivalences. Parce que tout compte fait, il peut ne pas être en ligne. Puisque souvent ça arrive. Et pourquoi elle n'est pas en ligne? Peut-être tu as mal écrit l'orthographe de ton nom. Bref, il y a beaucoup de paramètres que ça ne soit pas en ligne. Peut-être tu ne connais pas comment checker en ligne. Parce que en ligne, ils savent te dire où est-ce que se situe ton dossier. Est-ce qu'on l'a traité? Est-ce qu'il a déjà été soumis à l'avis des experts? Ou est-ce qu'on l'a déjà envoyé à l'adresse indiquée? Maintenant, si on l'a envoyé à l'adresse indiquée, maintenant, question, si c'est une adresse en Afrique que tu as mis, tu vas voir celui à qui tu as demandé cette adresse de jeter un coup d'œil le plus souvent dans sa boîte courriel afin de savoir si on n'est pas passé déposé ou non. Par contre, si tu as mis peut-être une adresse de quelqu'un qui réside ici en Belgique ou en Europe, il faut compter 15 jours à partir excepté les week-ends et les jours fériés. Donc, c'est à toi de voir ces personnes pour leur demander est-ce que jusqu'à présent, on n'a pas encore livré mon dossier? Et maintenant, comme tu as déjà fait en envoyant ton document, tu as mis la restitution des originaux, tu n'as rien à faire.
que d'attendre seulement tes originaux. Maintenant, en Afrique, il faut compter maximum 1 mois. Voilà. Je vais prendre une dernière question et je pense que je vais boucler. Bonjour, madame. Bon, ça, c'est les marabouts. Voilà. Il y a qui? Voilà. Prenons celle-ci et on finit avec elle. Bonjour, monsieur. J'ai eu une licence en biologie humaine et santé avec une moyenne de 11,50. Et j'ai obtenu une admission à une université privée à Bruxelles. Le problème est que la pension dans cette école est très chère. Je pense que ce n'est pas IHE. J'espère pour toi que ce n'est pas IHE. J'espère pour toi que ce n'est pas IHE. Bon, mais elle dit, voilà, est très chère. J'aimerais savoir si je peux poursuivre la procédure et arriver à changer d'école si possible. Oui. À partir du moment où vous aviez obtenu le visa, même si c'est dans une école privée ou si c'est, je ne sais pas, même si c'est une école publique, vous voyez, lorsque vous arrivez en Belgique, avant de changer, il faut d'abord savoir que vous allez d'abord fréquenter cette année dans cette école-là où vous aviez obtenu le visa. Ça ne veut pas dire quoi. C'est-à-dire quoi? Si tu obtiens par exemple, merde, les marabouts là, vous avez vu quoi? Si tu obtiens par exemple l'admission à comptabilité par exemple à UMOS, un exemple, et que tu voyages, tu obtiens le visa. Cette année, tu vas d'abord fréquenter en comptabilité à UMOS parce que tu as obtenu le visa en comptabilité pour cette école, pour UMOS. Maintenant, l'année qui suit, tu peux changer. Mais ce qu'il faut savoir, d'après la loi, ce qui concerne la loi concernant le changement d'orientation pour les étudiants hors Union européenne, pour les étrangers que vous êtes, vous avez le droit de changer d'orientation une fois. Vous avez le droit de doubler et non tripler. Je m'explique. Je recommence et je m'explique. Vous avez le droit de changer d'orientation une seule fois et vous aviez le droit de doubler mais jamais de tripler. Maintenant, je m'explique. Supposons, voilà Diane Ewane. Elle est venue avec une admission en ressources humaines à UMOS ou à comptabilité à UMOS. Et elle est arrivée, ses amis, sa famille, on lui dit, écoute, avec ça, tu ne pourras pas t'en sortir, ça va être difficile de t'insérer, de trouver le travail, etc. Vis en infirmerie, par exemple, où tu es sûr de trouver travail, très sûr même. Alors, elle décide donc, l'année qui suit, de postuler peut-être dans une école en infirmerie. Et grâce à Dieu, on l'accepte en infirmerie. Ça veut dire quoi? Elle a changé d'orientation. Elle est quittée en comptabilité pour aller en infirmerie. Maintenant, supposons qu'elle arrive en infirmerie et que ça, elle, c'est difficile. Elle dit, mieux je continue moi peut-être même en, je ne sais pas, en comptabilité parce que, gars, infirmerie, c'est beaucoup d'études. Gars, c'est beaucoup de travail. Je ne peux pas supporter. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus prendre peu importe l'avocat que tu veux. Tu ne peux plus, point final. Même si un avocat te dit qu'il peut, tu dis que tu ne peux plus, point final. Parce que quand on vous attaque un peu, on va prendre un avocat. Un peu, on va prendre un avocat. Comme si, parce que quand vous prenez un avocat, vous avez gain de cause. On prend l'avocat peut-être quand quelque chose ne tient pas en fait. Si peut-être des amis, c'est-à-dire en fait, je veux un peu que vous compreniez le principe. Et c'est monnaie courante ici même. Parce qu'un peu, on va prendre un avocat. Regardez les amis. Vous êtes dans un feu. Et on te dit, quand il y a le rouge, c'est stop. Et maintenant, tu arrives à ce feu. Le feu est rouge. Tu violes le feu, tu traverses. Ça veut dire, tu es en infraction. Et maintenant, puisque tu es en infraction, peut-être le code prévoit que une fois que tu as violé le feu, soit c'est un retrait de permis, soit on va te mettre en prison. Bref, peut-être il y a des conséquences qui suivent à partir du moment où tu as violé le feu.
Tu vois que tu vas prendre l'avocat va empêcher qu'on t'enlève le retrait de permis. Si à jamais, en violant le feu, il faut te retirer le permis. Et on t'a dit aussi qu'en prenant l'avocat, en disant que vraiment j'ai violé le feu, je ne sais pas quoi faire. Tu crois qu'il va te dire que vraiment on va te punir? Néanmoins, s'il est honnête, il va te dire, tu as violé le feu, ça va entraîner un retrait de permis. Point. Même s'il va te défendre, ça va entraîner un retrait de permis. Parce que toujours ici, un peu, on va prendre un avocat, ça va aller. Ça ne va pas aller quand tu es hors. La loi, c'est la loi. Ce n'est pas l'avocat là qui fixe. Il participe même à la fixation de cette loi. Il ne peut pas la changer ni la modifier. On va te défendre qu'en fonction de cela. Ça veut dire que si tu as violé le feu, même si tu prends l'avocat et que le fait de violer le feu, ça t'amène un retrait de permis. Même si tu prends l'avocat, il va manger ton argent et on va toujours t'enlever le permis. Ce n'est pas parce que tu as pris l'avocat qu'on ne doit pas t'enlever le permis. Je veux que vous compreniez ça. Je veux que vous compreniez ça, les amis. Tu as une dérogation d'une école qui est déjà passée. En fait, la dérogation est déjà passée. Au lieu de prendre peut-être l'avocat avant, pour qu'il fasse peut-être, il attaque peut-être l'Office des étrangers pour qu'on te donne une réponse en moins de 48 heures. La date de recours, la date de dérogation passe. Quand on te refuse le visa, tu dis que tu vas prendre l'avocat. On t'a dit qu'il va refuser. Il va te donner d'abord ses honoraires. Tu dois payer, il va dire qu'il va plaider. Mais tu crois que parce qu'il a plaidé, ta dérogation est déjà passée et que tu auras le positif? Jamais. Donc, il faut souvent savoir à quel moment prendre l'avocat parce que vous avez toujours ce nom-là. Un peu, avocat, il n'effraie personne. Il est là seulement pour te défendre, pour qu'on te restitue tes droits. Mais si tu fais quelque chose, que tu as violé la loi, même si tu le prends, on va te condamner. Ce n'est pas parce que tu l'as pris qu'on ne va pas te condamner. Si peut-être on te dit, tu ne dois pas conduire étant sourd, et on examine, la police t'interpelle, tu es sourd, et peut-être ça entraîne un retrait, par exemple, de permis. Ce n'est pas parce que tu vas prendre l'avocat qui va bagarrer, il va dire ce qu'il a dit pour qu'on ne te retire pas ce permis. On doit te retirer. On doit te retirer. Prends même 1000 avocats, on va te retirer. C'est même les dépenses inutiles. Parce que la loi prévoit que si tu conduis en état d'ébriété et qu'on t'arrête, on va te retirer le permis. Tu prends pour qu'il fasse quoi? Et on t'a dit que si tu pars le voir, tu vas l'exposer ton problème au téléphone. Il va dire que prends rendez-vous. Et tu vas prendre rendez-vous, il faut savoir que c'est 70 €. Hein. Parce que c'est un pas gratuit. Hein. C'est quitté de 50 € à 70 €. Comme mon programme est quitté de 80 € à 300 € seulement. Bientôt, ça sera 500 €. Donc, faites attention à ce que vous dites souvent, les avocats. Attention. Voilà. Elle dit quoi? Elle dit, qu'est-ce qu'elle a bien dit là? J'ai une licence en biologie humaine et j'ai obtenu une admission dans une université privée. Bon, bref, j'ai déjà répondu. Pour faire court, Madame Diane Ewanet, tu peux obtenir le visa avec cette école, mais lorsque tu arrives l'année prochaine, tu peux changer d'orientation, tu peux changer d'école, mais en sachant que tu ne peux changer d'orientation qu'une seule fois et doubler, mais jamais tripler. Changer d'orientation, ça veut dire quoi? Par exemple, tu as eu l'admission en ressources humaines, l'année prochaine, tu veux peut-être faire infirmerie, tu as le droit, c'est ton droit, si l'école t'accepte. Mais sache que maintenant, tu arrives en infirmerie, c'est fini, tu es condamné à ne que faire infirmerie parce que je te dis, vraiment, on m'avait mal trompé. Il y a trop le travail ici, on étudie trop. Gars, je ne pouvais pas, ça me stresse. Je veux moi rechanger. Non, tu ne peux plus changer. Prends même n'importe quel avocat, tu ne peux plus parce que tu as droit à changer d'orientation qu'une seule fois. Maintenant, doubler. Ça veut dire quoi? Si tu es dans en infirmerie, comme tu as déjà changé d'orientation une fois, tu échoues, tu redoubles, c'est permis. Mais si l'année qui suit encore, tu triples, c'est fini. C'est fini pour toi. On te donne le quitter. Peut-être tu pars en France, comme pour la plupart, ils le font. Voilà. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout répondre aux questions. Je pense, merci à l'équipe connectée.
Merci à vous pour votre participation. Le plus souvent, les directs éducatifs, on ne voit personne. Mais le direct où on va parler des conneries, on va être connecté des milliers. Maintenant, pour ceux que je n'ai pas répondu à leurs questions, peut-être une autre fois, je pourrais le faire. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais je me suis efforcé à répondre à la majorité. Maintenant, sachez que pour aller plus loin, pour avoir toutes les réponses en détail, comme j'ai fait avec vous, il y a un programme qui coûte 300 €. Au moins, mon équipe, on vous accompagne. Donc, je vais vous laisser. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci à l'équipe que je salue. Merci à Diane. Merci à Kevin. Merci merci à Michel. Merci à Dylan. Merci à Merveille. Merci à toute mon équipe. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Voilà. Sur ce, passez une agréable journée. Un bon début de semaine. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao.